Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Régis Debray. Ce débat était ce débat, si on peut appeler ça débat, moi j'ai appelé ça plutôt dialogue. Bon, n'était absolument pas prévu. Donc, l'idée a été évidemment de demander à Régis Debray, pour ce dialogue avec Philippe Martinez, première question, pour moi absolument capitale, qu'est-ce qu'il lui a pris? Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? C'est quand même pas tous les jours qu'un grand intellectuel, passe-moi le qualificatif, dit qu'il est très attaché au retour à l'émergence d'une singularité française et à la tradition ouvrière, en plus incarnée par la CGT. Et son leader, voilà. Alors, Régis Debray. Bon, ben, tu as dit un début de vérité quand tu as parlé de la moustache. La moustache est une tradition française qui n'existe pas aux États-Unis d'Amérique. Et moi, je suis un moustachu à la retraite et j'ai envie de saluer un moustachu en activité. Maintenant, je vais vous donner des raisons plus sérieuses, tout de même. Il y a une chose que je hais, c'est la haine des gens d'en haut contre les gens d'en bas. Et au dernier printemps, quand je lisais la grande presse, je pensais à tous ceux qui me disaient que la lutte de classe n'existe pas. Et bien moi, j'ai constaté qu'elle existait par la somme d'injures qu'on déversait sur Martinez, qui était la haine de classe, mais celle des autres. Et ça, je ne le supporte pas. Et puis enfin, tu l'as dit aussi, j'étais très étonné qu'un gouvernement dit de gauche, en mai-juin 2016, ne commémore pas le Front populaire de mai-juin 1936, et notamment les manifestations et les grèves qui ont précédé le Front populaire. Et quand j'ai vu qu'ils menaçaient même d'interdire ces manifestations, je me suis dit, c'est tout de même bien qu'il y ait des gens pour commémorer en acte mai 36, et c'était la CGT et FO. Donc je dis, voilà, c'est des gens qui ont de la mémoire et qui la mettent en activité. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai eu envie de parler avec Martinez, pour lui poser des questions, à la fois sur hier et sur demain. Enfin, voilà, il est bon que se rejoignent un peu plus qu'aujourd'hui, disons, les gens d'études et de savoir d'un côté et les gens du travail et de l'intelligence du travail de l'autre. Voilà, c'était tout simplement ce qui m'avait amené à te dire oui, enthousiaste, quand tu m'as évoqué cette rencontre. Voilà. Alors évidemment, j'ai des questions à poser à Philippe, mais on va d'abord lui donner la parole. D'accord. Alors, et quand même, j'avais une autre question à te poser qui enchaîne sur la première. Je ne sais pas comment tu la comprendras. Je me suis posé la question, est-ce que dans ce que tu as dit, et où tu cites Philippe Martinez, est-ce qu'il y a un message, comme on dit, subliminal? C'est-à-dire, on peut parler avec Philippe Martinez. J'en ai jamais douté. Je me doutais bien que le portrait qu'on fait de lui dans la grande presse ne correspondait pas à la réalité. On me parlait d'un homme dur, violent, fermé, etc. Ça me semblait tout cela pour le moins exagéré et sans doute faux. Bon, j'ai appris à ne plus trop croire ce que je lis dans le journal. Donc je suis content. Sauf dans l'UMA, tu vas me dire. D'accord. Et dans quelques autres. Enfin, bon, pas des quotidiens, quelques hebdos, voilà, quelques revues. Enfin, écoute, maintenant, il serait temps qu'on l'entende, Martinez, tout de même. On va l'entendre. Dernière petite question, en dérivé de la première question. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as lu ou entendu dire que Martinez était un terroriste? Je mets ça sur le compte de la haine. Mais tu l'as été, toi, tu l'as été. De la haine aveugle, méchante. Oui, moi j'étais un terroriste pour de vrai, lui il est pour de faux. Mais je ne lui en veux pas. Mais non, mais c'est très symptomatique qu'on appelle terroriste aujourd'hui
quelqu'un qui réclame la justice et l'égalité. Ça dit beaucoup de choses. Voilà. Alors, Philippe Martinez, bon, Régis a envie de t'entendre. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as lu dans l'Humanité? Tu as dû lire l'Humanité ce jour-là, peut-être tu la lis tous les jours. Bon, qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as lu les propos d'un intellectuel, comme on dit en vue, hein, on peut dire ça, bon, qui tout d'un coup dit, gros chapeau, la CGT pour cette tradition ouvrière, cette singularité française, cette résistance, cette résilience, cette révolte et tout, et qu'il t'a cité à ce titre, hein, voilà, comme résistance, si on peut dire. Comment as-tu réagi? Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je suis très content d'avoir entendu Régis Debray dire à Martinez que la moustache était de tradition française. Je trouvais ça, dans le contexte actuel, c'est bien de le dire, comme quoi Martinez ou d'autres peuvent avoir aussi des traditions françaises. Il faudrait le dire à certains qui ont... Ça méritait d'être souligné quand même. La deuxième chose par rapport à ta question, quand j'ai lu ça, j'ai dit, tiens, parce qu'évidemment on s'est un peu éloigné, le monde intellectuel, le monde ouvrier, j'ai dit, tiens, il y en a un qui dit pas la même chose que d'autres. La dernière fois on me dit que c'est un intellectuel, philosophe, il a parlé de moi, il a dit, Martinez, il a un QI de bulot. J'ai dit, qu'est-ce que c'est comme philosophie derrière cette expression? Ça s'appelle Luc Ferry. Et donc, quand on entend un autre son, une autre voix, quelque chose qui ressemble plus à une volonté de discuter, de comprendre, moi, ça me rassure. Je dis, et ça me rend optimiste. Et donc, oui, il faut discuter, il faut débattre, il faut échanger. On n'est pas toujours d'accord. Mais le débat d'idées, c'est toujours mieux que les brèves de comptoir, même si elles sont parfois drôles dans d'autres circonstances. Bon, alors Philippe, on va parler de l'avenir, mais avant, j'aimerais un peu te demander 3 choses sur les événements passés. Hein, c'est-à-dire la contestation de la loi El Khomri. Je veux dire, la première question, c'est ce qui s'est joué dans les médias, si tu veux, parce que construire un rapport de force, aujourd'hui, ça passe par la médiatisation. Ça veut dire par l'image. Et il y a une sorte de lutte pour la visibilité qui fait qu'on est amené à produire des images toujours de plus en plus fortes pour pouvoir être présent. Donc, la question que je te pose, c'est quel rapport as-tu avec cette nécessité où nous sommes aujourd'hui d'avoir des images fortes qui peuvent être celle du secrétaire général de la CGT qui brûle un pneu sur la route. Et ça, effectivement, c'est une belle image. Mais tout le monde peut l'interpréter d'une autre façon, comme une image de violence, comme une image de trouble à l'ordre public. C'est-à-dire que tu seras présent, au journal de 20h même, un truc, mais ça pose tout de même un problème. Deuxième question, toujours, hein, je les regroupe, mes 3 questions, mais tu vas les traiter ensemble, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les casseurs? C'est-à-dire avec ceux qui ont cassé les vitres de l'hôpital Necker, qui vous apportaient un tort énorme. Hein? Est-ce que... Enfin, oui, chez les gens qui ne comprenaient pas... Et alors, ma 3e question, tu t'en doutes, mais peut-être que ça fait trop, mais j'ai envie de parler de l'avenir ensuite, mais là, je te vide mon sac. La 3e question, c'est l'interruption des journaux, la CGT Livre, qui a fait dire à d'autres, qui ne connaissent pas bien toutes ces affaires, ils veulent faire la police des journalistes, donc ce sera demain la police des idées, donc ils révèlent leur nature un peu totalitaire. Voilà, si tu veux, les 3 questions que j'avais envie de te poser. Premièrement, ton rapport à la violence, ou, disons, à la nécessité de s'imposer par des images fortes. Deuxièmement, le problème du service d'ordre avec ces casseurs qui peuvent défigurer, et je sais bien que c'est pas sous ton contrôle, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour bien
délimiter les deux ordres. Et puis, je voudrais que tu me dises un mot. En tant qu'intellectuel, je ne peux pas ne pas réagir à ce qui s'est passé avec la CGT Livre, même si j'ai eu de très bons rapports avec la CGT Livre il y a quelque temps. Voilà, je te laisse parler. Merci pour ces questions pertinentes, cher Régis Debray. Les médias ont besoin de plus en plus, pas toutes, mais il y a une multiplication de chaînes directes qui passent en boucle des images et je pense qu'ils ont besoin d'attirer l'œil. L'histoire du pneu, j'ai dit à mes camarades, des pneus devant des boîtes, j'en ai brûlé quelques-uns. Ça n'a rien de violent. Ça n'a rien de violent. Tous ceux qui ont occupé leur entreprise, quand on occupe une entreprise, eh bien, il y a des mises en scène, il y a des traditions. Le pneu brûlé pour empêcher les accès à ceux qui essayent de forcer, de forcer les barrages. Et il y a eu des incidents un camion a roulé à Fos-sur-Mer sur un militant de la CGT. Il est toujours à l'hôpital. Ça attire moins qu'un pneu qui brûle. Et donc, il y a des images dans les grèves et même avec beaucoup de respect pour ton âge qui est un petit peu supérieur au mien, des grèves, vous en avez vu, pas forcément à la télé, et voilà, il y a un piquet de grève, eh bien ça s'installe, il faut durer, ça a duré pour certains 25 jours, etc. Moi, je suis assez dépité et je pense qu'il faut réagir sur cette question de violence. Une chemise arrachée, c'est de la violence. 2000 suppressions d'emplois, c'est normal. Donc il faut essayer de redonner du sens aux choses. J'étais avec mes camarades de Fralib, j'en profite pour faire de la pub, acheter leur excellent thé. Ils ont fait 1336 jours de grève. 1336 jours de grève. Ils étaient 142, ils sont aujourd'hui 43. La boîte, elle continue et c'est vachement bien. Combien de familles déchirées? Combien de divorces? Combien de suicides? Ça s'appelle comment, ça? Et qu'est-ce qui est le plus grave? Un pneu qui brûle ou la détresse de centaines et de milliers et de millions aujourd'hui de citoyens? Je pense qu'il faut aussi remettre les choses à l'endroit. Et oui, on a démarré sur la lutte de classe et la haine de classe. Et je pense que c'est ça. Et malheureusement, on est dans un monde où les médias ont beaucoup de puissance. Je répondrai à ta troisième question fort intéressante. Beaucoup de puissance. Il y a de plus en plus de médias, mais il y a de moins en moins de patrons de presse. Et il y a surtout, malheureusement, de moins en moins de gens qui dirigent la presse et qui connaissent la presse. On ne va pas citer d'exemple. Il y en a un qui fait des avions, par exemple. C'est un patron de presse. Mais, donc, moi, je reconnais, j'ai beaucoup de respect pour les journalistes et j'en côtoie d'excellents qui veulent savoir. Mais évidemment, on est confronté à une surenchère médiatique. Je vais te raconter une anecdote, je ne te l'ai pas encore racontée. Peut-être que je te l'ai déjà racontée, mais tout le monde ne la connaît pas. Il y a eu, et j'ai rien contre le Figaro, je lis tous les jours aussi le Figaro. Il y a eu une célèbre photo sur fond sombre où on voit Martinez faire ça. C'est devenu l'emblème de la terreur. L'homme qui veut, je sais pas quoi, faire trembler Hollande, je ne sais qui. Et j'ai eu un témoignage qui m'a touché du journaliste, enfin du photoreporter qui a fait cette photo. Cette photo, il m'a écrit, il m'a dit « Monsieur Martinez, cette photo, il n'y a que vous et moi qui savons dans quelles circonstances elle a été prise. » Au moment, il avait remarqué que... je m'appelle Martinez, donc il n'y a pas que les Italiens qui parlent avec les mains. Il avait marqué que mon geste préféré pour appuyer mes propos, c'était de faire ça. Il a appuyé, et au moment où il prend cette photo, on parlait du cinéma italien, pain et chocolat, affreux salé méchant. Et c'est devenu, cette conversation avec un photoreporter qui faisait son boulot, le symbole du méchant qui veut foutre à feu et à sang ce pays. Moi, j'ai apprécié ce témoignage de ce photoreporter qui voulait montrer, qui faisait sa photo et qui voulait montrer un individu, en l'occurrence le secrétaire général de la CGT, dans une conversation. Je pense donc qu'il y a besoin
tout d'abord de remettre les choses à l'endroit sur la notion de violence, et ensuite, eh bien, il faut que les journalistes, quel que soit le journal où ils travaillent, ils puissent écrire, filmer, parler librement. Malheureusement, parfois, au-dessus, ils ont quelques difficultés à s'exprimer. Sur une autre violence, celle-là qui a marqué les esprits toujours par des images en boucle, c'est les casseurs. Je veux rappeler quand même qu'il y a eu, et je les salue, hier, on leur a attribué les sparadraps. Il y a eu le sparadrap d'or. C'est le camarade qui a été à l'hôpital, frappé par les casseurs, 10 points de suture. Le sparadrap d'argent, camarade du service d'ordre de la CGT, qui a été à l'hôpital, 4 points de suture, et le sparadrap de bronze, c'était 2. Il y a un phénomène de bandes organisées, je ne fais pas d'amalgame, c'est des bandes très organisées. Il y a eu des événements au Festival d'Aurillac cet été, par les mêmes casseurs, avec des affrontements violents avec la police. Par contre, ce qui est grave, c'est cette tentative toujours d'exploitation par le gouvernement, par la droite, par Gattaz. C'est Gattaz qui a dit « La CGT est une organisation terroriste ». Et être terroriste dans les années 60, avec des combats en Amérique latine, ça faisait plutôt rêver. Être terroriste dans la France de 2015 et de 2016, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc ce mot n'était pas pris. Quand on traite une organisation comme la CGT d'organisation terroriste, c'est proprement scandaleux. Qu'a dit le Premier ministre ? Il n'a pas dit vendu. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit devant l'Assemblée nationale, il existe une forme de complicité entre les casseurs et le service d'ordre de la CGT. Voilà comment on exploite et il y a eu peu de casseurs d'arrêtés. Par contre, et vous avez certainement participé à quelques manifestations, il y en a eu suffisamment, il y a eu beaucoup de militants syndicaux, des salariés qui ont été arrêtés, placés en garde à vue. J'étais au Havre la semaine dernière. 2 de mes camarades de Caire ont été arrêtés par la police à 6h du matin. La police qui venait de Paris. Ils en avaient 7 chacun. 7 policiers chacun pour une seule personne. On arrive chez vous à 6h du matin, devant la famille, on monte dans la voiture, on dit on va à Paris. Les faits qui leur sont reprochés, c'est la manif du 14 juin, où là aussi on a exploité des images. On a exploité des images, c'est-à-dire, il y a une charge de police, on la montre pas, on chatouille une profession qui est chatouilleuse, mais pas sur ce genre de truc, ils se défendent. Et c'est naturel de se défendre. Eh bien, la réponse, c'est d'aller interpeller mes camarades, en plus, le jour, comme par hasard, où j'allais au Havre, et 2 jours après, où le patron du port maritime a dit « Martinez, il a droit de venir au Havre pour discuter avec ses syndiqués, mais pas pour foutre le bordel. » Voilà, ça, c'est la réalité aussi de l'exploitation de la violence. Donc nous avons condamné la violence, on l'a condamnée fermement. Mais en même temps, on ne peut pas passer sous silence un gouvernement complice qui s'est bien servi de ces images, et notamment celle de Necker, pour dire, voyez ce que ça donne les manifestations. Et puis, eh bien, ce que ça donne, c'est aussi, dans un pays comme la France, vouloir interdire une manifestation sociale. J'étais la semaine dernière au Portugal, quand j'ai raconté ça à mes camarades portugais qui ont vécu quelques années où les manifestations étaient interdites, ils étaient stupéfaits. Tu n'as pas pu intervenir à ce moment-là, au moment de l'hôpital Necker, là Et nous sommes intervenus, nous avons interpellé et le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur et ceux qui sont responsables. Il y a même eu une réunion, elle est devenue célèbre, au moment où ils ont voulu nous interdire la manifestation parisienne. Il y a une volonté politique du gouvernement de discréditer les manifestations. Il y a Paris, mais on a bien sûr en tête Nantes, Rennes et plusieurs villes de France où cette violence, qui n'est pas normale, des manifestants qui n'en sont pas, parce que moi j'ai jamais été manifesté avec un casque de moto sur la tête et un blouson en Kevlar
Moi, quand je manifeste, je mets juste un badge. Voilà. Pour dire que je suis à la CGT et avec un slogan. Ça a été exploité. Et je pense que oui, là aussi, on a voulu discréditer. Mais tout au long de ces mois, on a essayé de discréditer le mouvement. Et ça continue. Et ça continue. Alors, la dernière question passionnante. J'ai quand même évoqué beaucoup la presse. Et je pense qu'il faut aussi... on est attaché à la liberté de la presse. Mais à condition que les patrons de presse, dans les journaux, on puisse aussi décrire une situation la plus proche de la réalité. Je pense que c'est la première qualité, je ne suis pas un spécialiste, d'un journaliste. On peut avoir du parti pris. Il y a des journaux engagés, n'est-ce pas, Charles ? Mais ce traitement de l'information, où on a mis en avant Necker, les casseurs, où la loi, le débat sur la loi travail a eu du mal à s'installer, évidemment, c'est aussi une forme de censure, du pluralisme, du débat d'idées. Ça aussi, il faut le remettre dans son contexte. Après, il y a une situation particulière dans la presse. Il y a, dans plusieurs groupes, plans sociaux sur plans sociaux. Il y a une forte tension dans la presse. Beaucoup de titres sont obligés d'arrêter ou sont en grande difficulté financière. Eh bien, il y a aussi des mobilisations à l'intérieur de ces métiers qui conduisent à des actions. Il y a eu une proposition du syndicat du livre de publier non pas un tract, comme je l'ai entendu, une position de la CGT, une tribune libre du secrétaire général de la CGT. Il y a eu un début de discussion et unanimement, sauf un journal, l'Humanité, ont décidé pas question de faire une tribune libre pour le secrétaire général de la CGT. Eh bien, comme dans de nombreuses entreprises, c'est devenu un conflit. Et ça arrive souvent, quand il y a conflit dans la presse. Moi, dans ma boîte, quand il y a conflit, il n'y a pas de voitures qui sortent. Et bien dans la presse, quand il y a conflit, il n'y a pas de journaux qui sortent. Mais on est attaché à la liberté de la presse et au pluralisme de la presse. Et on défend le métier de journaliste pour qu'ils puissent faire leur métier librement à l'extérieur, mais aussi dans leur entreprise de presse. Bon, Philippe, je te remercie de ta réponse. Maintenant, tu sais, dans mon esprit, ce qu'on fait là, c'est un peu un débat contradictoire, c'est pas un meeting. Alors, je vais te poser des questions de fond maintenant. Tu sais, les compagnons de route sont des gens qui posent les bonnes questions parce qu'ils n'ont pas tout à fait les bonnes réponses. J'imagine que les bonnes réponses, c'est toi qui vas me les donner. Mais alors, c'est vrai que quand je dis que c'est un débat contradictoire, moi, je veux pas de contradiction de fond. Simplement, je voudrais te répercuter 3 questions que j'entends autour de moi quand on parle de la CGT et qu'on n'est pas CGTiste. Et je suis content que tu aies l'occasion d'y répondre. Je ne sais pas ce que tu vas me dire, mais je vais te poser ces 3 questions. Première question. Elles sont un peu brutales. La CGT, c'est machiste. Ils n'aiment pas les bonnes femmes. Deuxième question. La CGT, il protège les gens déjà protégés, c'est-à-dire les salariés à statut de la fonction publique. Mais bon, il y a aussi d'autres modes de travail et les chômeurs. Voilà. Troisième question que j'entends autour de moi, c'est les immigrés. Qu'est-ce qu'ils font sur les immigrés? Quelle est leur position vis-à-vis de cette force de travail immigrée qui arrive? Voilà, si tu veux, je te répercute ça, hein, parce que ça te donne l'occasion. Là, je sais bien qu'ici, on est plutôt en sympathie avec toi. Mais moi, je te parle des gens qui ne sont pas en sympathie et qui m'ont dit « Ah, puisque tu vois Martinez, pose-lui cette question. » Voilà. J'en profite. Mais tu peux en profiter aussi pour faire le point. Question par procuration. Voilà. Alors, Philippe Martinez. Déjà, il m'arrive de sortir de mon célèbre bureau pour aller voir la vraie vie. Souvent d'ailleurs. Je vais dans les entreprises.
Et malheureusement, il faut que ça s'améliore, mais dans les entreprises, tout le monde vote pas pour la CGT. Et puis, je sors aussi des entreprises. J'ai des voisins, je croise des gens en vacances, des gens qui nous aiment plus ou moins. Donc, je leur dis souvent, la CGT, elle gagne à être connue. Parce que les fausses idées sur la CGT, il y en a beaucoup. On en a évoqué quelques-unes tout à l'heure. Mais la CGT, elle doit bouger aussi. Et sur les 3 questions, au moins sur les 2 premières, je suis d'accord avec toi. La CGT n'est pas machiste, mais il y a trop de machos à la CGT. Oui, oui. Je ne dis pas ça. C'est pas mon style de caresser dans le sens du poil. La CGT n'est pas machiste parce que c'est la première et la seule organisation qui, dans sa direction nationale, a autant d'hommes que de femmes. C'est la seule en France. Et depuis très longtemps. Sauf que ça, il ne faut pas que ça soit l'arbre qui cache la forêt. Et on a cru, parce qu'on était les premiers, qu'on était les meilleurs. Et encore trop souvent, dans les modes de vie de la CGT, eh bien, il y a des choses qui doivent bouger. Et on a fait d'ailleurs des campagnes sur cette question. On a fait des petits films. Vous savez, ça va parler plus aux copines, parce que les copains ne font pas attention, des heures de réunion qui finissent à pas d'heure. Mais oui, mais parce que... Ouais, mais c'est pas moi qui m'occupe des gosses, donc ça peut traîner. Les apéros, il en faut des apéros. Moi, je suis pour la convivialité. Mais qui prennent plus de temps que la réunion, et c'est pour ça qu'elles finissent tard. Et puis, des camarades qui disent... Oui, tu comprends, elle est bien, c'est une femme, mais bon, il faut qu'elle apprenne. Et on demande toujours aux femmes d'apprendre plus que les mecs. Et bien tout ça, il faut que ça change. Et je pense qu'il faut, et c'est pas qu'une affaire de camarades d'eux, c'est une affaire de toute la CGT. Et on a eu, on a du mal dans nos organisations, justement. Il n'y a que la direction nationale de la CGT qui est à parité. Dans des tas d'organisations de la CGT, la parité n'existe pas. Et dans les directions de syndicats, ça n'existe pas. Donc moi je pense, en tout cas je me bats pour ça, il faut que nos modes de fonctionnement et nos modes de raisonnement laissent plus de place aux femmes. Alors il y a un truc, comme quoi des fois, il se trouve que pour les futures élections professionnelles, il va falloir présenter des listes à parité. Alors là, tous les mecs se grattent la tête. Où sont les femmes dans notre entreprise ? Où sont les femmes dans notre syndicat ? Profitons de ça, tous, pour non seulement que les listes aux élections professionnelles soient à parité, parce que sinon, les listes seront sanctionnées, mais pour faire évoluer toute la vie de la CGT. Je pense que c'est un combat. Donc on a fait un guide de l'égalité, on a fait une étude sur le comportement dans les syndicats, sur la place des copines dans les... Il y a très peu de copines, pas assez en tout cas, qui sont première responsabilité dans les syndicats, etc. Même dans les métiers, je pense à l'hôpital par exemple, où c'est des métiers où il y a beaucoup, où la proportion de femmes est plus importante, largement, et bien on se retrouve souvent avec des directions où c'est un mec qui dirige. Donc c'est tout ça qu'il faut changer. Il faut, en tout cas je l'ai redit il y a peu de temps d'ailleurs à la direction nationale de la CGT, je dis il faut arrêter de parler, il faut taper un peu du poing sur la table. C'est peut-être mon côté autoritaire, la moustache, tu vois. Mais en tout cas, il faut... Sur la CGT qui n'est... C'est la fête de l'humour. Oui, la CGT n'est pas assez... elle s'occupe de beaucoup de monde. Il y a les clichés, s'occupe que du public. Enfin, aux élections, on est aussi premier dans le privé. Mais on est ouvert. Mais je pense, et je l'ai dit, on n'est pas assez ouvert à un monde salarial qui bouge. On a toujours l'impression que les camarades disent « Oui, mais si on s'intéresse à eux, ça veut dire qu'on cautionne ce qui se passe. » Les précaires, les prestataires. Or, dans les entreprises, il y en a beaucoup. Quand on distribue un tract, moi je le vois dans ma boîte, et on est 10 000 dans ma boîte, et il y a 4 000 précaires. On peut distribuer un tract sur la situation des Renault,
Il y en a 4000 qui passent à côté sans le prendre, ça les intéresse pas. Donc il faut qu'on ait un esprit d'ouverture, s'intéresser. Alors des fois c'est dur, mais il y a les privés d'emploi. La CGT quand même a une organisation qui s'occupe des privés d'emploi. On est la seule aussi organisation syndicale en France à le faire. Et puis il faut s'ouvrir à la jeunesse. Oui, c'est des chantiers importants, c'est un vrai défi pour la CGT. Moi j'ai constaté que la CGT, par exemple, on va voter pour les élections TPE, elle a un aura, mais c'est des salariés qui nous voient à la télé. Avec ce que j'ai dit précédemment, des fois, l'image qu'on nous donne... enfin voilà, il y a besoin de s'ouvrir. Alors sur les immigrés, il y a un vrai combat de la CGT. Je pense que le travail qui a été fait, les actions qui sont faites, il y a encore une occupation avec les travailleurs sans papier, est la fierté de la CGT. La fierté de la CGT. Ce que nous faisons autour des travailleurs détachés, même s'il faut faire plus que ça, c'est un travail important. L'année dernière, puisque c'est à nouveau d'actualité, on a lancé l'idée à la fête de l'UMA que nos centres de vacances, pour les CE qu'on dirige, s'ouvrent aux réfugiés. Ça a fait l'effet... et on nous a reproché, il y a des maires de droite qui ont publié des arrêtés municipaux pour interdire aux comités d'entreprise d'accueillir dans leurs murs des réfugiés. On a une vraie démarche. Par contre, la CGT, c'est pas un vaccin contre certaines idées dominantes. Et là, il faut qu'on soit vigilant. On peut pas se contenter de dire que il y a moins de syndiqués CGT qui votent Front National qu'à Force Ouvrière ou à la CFDT. C'est se cacher derrière son petit doigt. Et là aussi, il faut qu'on ait un vrai débat. Alors c'est des questions difficiles, c'est pas les plus faciles à traiter, mais là il faut être volontariste. On ne peut pas laisser passer des idées d'extrême droite dans ce pays et dans les entreprises. On ne peut pas laisser passer dans des réunions de militants des mots ou des phrases à connotation raciste. Je vais te raconter une anecdote, celle-là je ne l'ai pas. Mon premier mandat à CGT, dans ma boîte, c'était dans l'île Seguin. Des immigrés, il y en avait un paquet. Mais moi, je suis technicien, il y en avait moins. J'ai été choqué, j'avais moins de 30 ans. Les camarades disent, un petit jeune, bon, on avait déjà le souci des jeunes, on va présenter Philippe tête de liste aux élections d'épée. Et un camarade a dit, c'était en 86, même il s'appelle Martinez. Vous croyez pas que ça va déranger un peu dans l'île Seguin les catégories ingénieurs, cadres, techniciens? On a laissé filer ce genre de phrases. Et donc je pense qu'il est de notre responsabilité, mais là aussi de tous les militants, je suis sûr qu'il y en a plein dans la salle, que cette question-là, on dise bon là c'est compliqué, on la met sous le tapis, on en reparlera un autre jour. C'est une vraie question parce qu'on a une responsabilité. Les valeurs de la CGT, c'est l'internationalisme, c'est la lutte contre l'aide et la lutte pour la défense des peuples opprimés. Ça, c'est dans nos gènes. Et j'allais vous dire, c'est Martinez qui vous le dit. Et je suis attaché à l'histoire de ma famille. Et eux se faisaient traiter de pingouins avant-guerre. Non, pingouins. Comme les Rital. Et donc, il y a toujours eu cette solidarité ouvrière avec la CGT au centre pour ne pas laisser passer ce genre de propos, ce genre d'attitude. Et là, on a un vrai défi à relever, là. Et c'est pour ça que je dis d'ailleurs à mes camarades, s'il y a un sujet sur lequel toutes les organisations syndicales en France devraient se mobiliser ensemble, c'est la lutte contre le racisme et la lutte contre l'extrême droite. J'ai envie de poser une question à Philippe. Qu'est-ce que c'est pour toi que la culture? Tu y as répondu un peu quand tu as parlé de la guerre d'Espagne. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est que la culture, mais je sais en tout cas que c'est l'histoire et que c'est la mémoire. Et que parlant de la guerre d'Espagne, c'est-à-dire parlant déjà de cette filiation, tu inscris le présent dans une continuité, pas seulement dans une légende, mais dans une filiation, à tous les sens du mot,
à la fois personnelle et historique. Mais quand on dit culture, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que c'est pour toi que ton rapport avec ce qu'on appelle la culture, qui n'est pas seulement cette musique-là, Mais qui est aussi cette qui musique-là. est aussi cette musique-là. Chacun ses goûts, D'accord. Régis. Je pense que, au travers de la culture, mais j'évoquais plus une forme d'identité. On parle beaucoup d'identité. La construction de son histoire qui est transmise par les parents, les grands-parents. Et je pense que c'est important d'y être attaché. Et ça, on parle beaucoup d'intégration. Rien ne s'oppose à avoir une histoire qui parfois n'est pas une histoire gauloise et d'être plus républicain dans la République française que certains que j'entends parfois parler de ça, même qui en prennent le nom de républicains. Donc, plus largement, la culture, moi je pense qu'il y a besoin, les échanges entre le monde de la culture et le monde ouvrier, pour résumer, a été trop souvent marqué par du respect, mais dans le mauvais sens du terme. Hein, une forme de béatitude. Moi, comme vous le savez, je viens de Billancourt. Il y a eu une histoire d'échange entre le monde de la culture et le monde ouvrier. Ça a créé des jolies rencontres, des traces énormes dans l'histoire. Mais il y avait en tout cas c'est ce que me disent mes camarades les moins jeunes, on va dire, une forme de respect du monde de la culture vis-à-vis de l'image qu'ils avaient, un genre de complexe. Et aujourd'hui, c'est nous qui avons plutôt un complexe. Alors parfois parce qu'il y a une forme de dédain chez certains qui se prétendent gens de culture. Et donc je pense qu'il faut revenir à une forme de dialogue, comme on fait aujourd'hui, où chacun écoute l'autre, apprend de l'autre. Parce que l'écoute, c'est aussi l'apprentissage. Et donc nous essayons de travailler, et moi je m'en félicite, alors c'est un projet qu'on a quelques-uns dans la CGT, mais qu'on veut élargir, justement pour que les ouvriers de la culture et les autres ouvriers, et quand je parle d'ouvriers, c'est évidemment plus large que ça, puissent échanger sur leur travail, parce que le travail, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, on fait des expériences. On a des discussions avec des gens du théâtre, du spectacle, des gens de cinéma, des écrivains, etc. Je pense qu'il faut revenir à... On a des outils formidables qui sont attaqués, c'est les comités d'entreprise. Une fois, Fleur Pellerin m'a dit vous avez raison, monsieur Martinez, les comités d'entreprise, c'est 33% des recettes de la culture en France. Je dis je vous parle d'autre chose, madame. Je dis pourquoi on ne favorise pas l'accès au théâtre, aux prolos ou aux gens qui travaillent? Pourquoi on a un système aujourd'hui dans les théâtres où on dit on a des abonnements. D'ailleurs, les directeurs de théâtre sont des patrons de théâtre. On dit plus directeurs de théâtre, c'est des patrons de théâtre et on dit j'ai tant d'abonnés. Je veux ça. Si je mets la place pour gagner un peu d'argent à temps, parfois c'est plus de 100 €. Je fais 5 représentations, tous mes abonnés sont contents. Puis ceux qui voudraient y venir, ils n'ont pas les moyens de mettre 100 € dans le théâtre, et ils iront jamais au théâtre. Comment on explore? Et il y a des acteurs, des actrices qui sont d'accord pour jouer au même niveau, quoi. Ils ont besoin, oui. La culture, c'est pas une affaire de spécialistes, et ça devrait être ouvert à tout le monde. Moi, la seule fois où j'ai été à l'Opéra Garnier, c'est grâce à mon comité d'entreprise. C'est vieux, ça m'avait coûté 20 francs. Et j'en avais d'ailleurs profité pour emmener ma mère espagnole qui rêvait d'aller à l'Opéra Garnier. Et donc on a été Comment on fait en sorte que nos deux mondes n'aient pas des vies parallèles, mais sont souvent confrontés à la même logique, c'est la rentabilité. Et de plus en plus c'est comme ça, mais qu'on croise. Il faut que la culture, elle rentre dans les entreprises aussi. Sauf que, à part ceux qui viennent travailler, personne n'a le droit de rentrer dans les entreprises. Quand on écoute un patron, c'est ouvert à tout le monde. Mais mon entreprise, c'est la meilleure, vous devriez y venir. Quand on lui demande d'y aller, je connais d'ailleurs plein de journalistes qui aimeraient visiter les entreprises,
C'est encadré par les communicants de la boîte, et puis on prend les photos là où il faut les prendre et pas le reste. Il faut que les artistes puissent rentrer dans les entreprises, parce qu'il y a besoin de ce croisement, de ce mélange. Donc on a un projet, on y réfléchit. J'en dis pas plus, parce que je vais me faire engueuler par mes petits camarades. Mais oui, il y a besoin de cet échange. Et puis il y a besoin de faire rentrer aussi la lecture. Aujourd'hui, déjà, dans beaucoup d'entreprises, il faut plus parler anglais que français. Bon, j'ai rien contre... mais la littérature française est pas mal non plus. On parle et on ne lit plus que des notes, du boulot et du boulot. Et donc, il y a besoin là aussi que y ait, je sais pas, des écrivains qui viennent parler de leurs bouquins, etc., etc. Donc ça peut être un combat commun entre le monde de la culture et le monde de l'entreprise. Quand je dis l'entreprise, c'est au sens large. Et je pense qu'il y a des combats d'intérêt communs à mener ensemble. Je te tends presque la perche, à toi et à d'autres d'ailleurs. Hein. Eh ben écoute, fais un forum, travail et culture, loue une grande salle, ou qu'on te la prête, ce serait mieux. À la mutualité, ça coûte cher maintenant. La CGT, c'est beau. Et tu invites des bibliothécaires, des sociologues, des historiens, des gens du spectacle, les intermittents et autres. Et on fait une grande rencontre d'une journée, voire deux jours. Et c'est toi qui appelles. J'ai noté. Où il sera permis de s'engueuler, éventuellement. J'adore quand on s'engueule, Parfait. du moment qu'il ressorte de nos engueulades quelque chose de concret. Alors maintenant, c'est pas une engueulade, c'est une question qui concerne la situation d'aujourd'hui. Tu es un grand syndicat qui n'a pas de relais, qui n'a pas de débouché politique crédible dans les mois, dans les années qui viennent. C'était pas le cas de Georges Ségui en 68 quand il appelait à reprendre le travail parce qu'il y avait alors une perspective. Hein. Il n'y avait pas encore le programme commun, mais c'était dans les cuisines, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y avait un débouché parlementaire et politique crédible. Aujourd'hui, ce n'est pas être pessimiste que de noter que ce relais, ce débouché, n'a plus la même force ni la même forme. Bon. Est-ce que cette situation, ça n'investit pas la CGT et tes amis aussi d'autres formations d'une sorte de charge d'opposition qui vient te demander, au fond, de représenter une opposition qui a du mal à s'exprimer politiquement? Et est-ce que c'est pas un facteur qui peut vous radicaliser, vous faire aller comme une sorte de fuite en avant pour répondre à cette demande? Enfin, c'est une situation compliquée parce que vous n'êtes pas une formation politique, chacun le sait. Mais quand il n'y a pas de formation politique, disons, extrêmement qui est le vent en poupe, comme on dit, de façon évidente, il y a, et ça je le sens aussi autour de moi, on se dit « Ah, heureusement que la CGT est là ». Mais c'est pas le boulot de la CGT. Alors, qu'est-ce que vous faites dans cette situation? Tu dois sentir autour de toi cette aspiration à ce que tu représentes, disons, une force d'opposition proprement politique à ce qui risque de nous arriver dans 1 an ou 2, même avant. La CGT, nous sommes une grande organisation syndicale et nous entendons bien le rester dans les années à venir. Même si on a 120 ans, on est très très jeune. Tu évoquais Georges Ségui, il a été un des premiers à poser ce genre de questions sur le rôle du syndicat et le rôle du politique. On nous reproche de faire de la politique au syndicat et à la CGT. Moi, j'entends certains de mes collègues, secrétaires généraux, ils disent « nous, on est indépendants, etc. » Mais quand on conteste une loi, on fait bien de la politique.
on donne bien un avis. Et on ne se contente pas, nous, à la CGT, de dire ça, c'est pas bien. Je trouve qu'on le fait pas assez souvent. Mais on dit aussi, voilà ce qu'il faudrait faire. En tout cas, voilà ce qu'on propose. Et on propose des alternatives sociales. Quand la CGT propose de travailler moins, 32 heures par exemple, elle fait de la politique. On pèse bien sur des choix de société. En même temps, on ne peut pas faire que ça. Le rôle du syndicat, c'est aussi de s'intéresser à l'ensemble des problèmes, on l'a évoqué tout à l'heure, de ce qu'on appelle le salariat. Et j'intègre dedans les retraités et les privés d'emploi. Au quotidien, il y a de plus en plus de mal-être au travail. Et d'ailleurs, ce que je reproche aux politiques, par exemple, c'est de passer dans les entreprises, pas tous, mais beaucoup maintenant, avec un casque sur la tête, entouré de communicants, de monter devant un podium avec leur nom devant, de faire un discours, on choisit les salariés derrière eux pour la photo et on s'en va. Le politique s'est désintéressé du travail. Et il y a de plus en plus de souffrance au travail. Ces questions-là, il faut qu'on s'en occupe. Ça, c'est le boulot du syndicat. Après, je dois t'avouer que, alors qu'on nous disait mort il y a 2 ans, la CGT est très courtisée en ce moment. Très courtisée. Et j'alerte d'ailleurs les militants. Quand on est à la CGT, évidemment, on a le droit d'être engagé dans un parti politique. D'ailleurs, moi, je suis pour que on s'investisse dans la politique. Mais quand la CGT est courtisée à ce point-là, c'est pas normal. Et donc chacun doit prendre ses responsabilités. Le syndicat, il propose des alternatives sociales. On veut un changement de société. Oui, on veut un changement. Oui, on dénonce le capital, etc. Mais le projet politique, il doit être porté par les politiques. Or, il y a une dérive, ou pas d'ailleurs, certains, la dérive, on la connaît, hein, c'est d'éviter ce genre de questions. On a évoqué l'immigration, etc. D'autres, là, ils sont nombreux, c'est être calife à la place du calife. C'est-à-dire défendre d'abord l'intérêt particulier au lieu de défendre l'intérêt général et de proposer des alternatives. Et on a un déficit de plus en plus important de ce sens qu'il faut donner aux mots politiques, y compris quand on est dans un parti politique, c'est l'intérêt général. Et je pense qu'on souffre de ça. En tout cas, la CGT ne doit pas se faire piéger. Je le répète, on est très courtisé dans la période. Évidemment, le mouvement social n'y est pas pour rien. Il y avait moins de coups de fil il y a 1 an. Il faut que chacun assume ses responsabilités. Et ne pas nous faire porter le chapeau, parce que, faut le dire, hein, le Parti socialiste, en tout cas ses premiers dirigeants, le gouvernement, nous rejoue enfin, pour les plus vieux, il n'y en a pas dans la salle. Vous savez, il y avait une petite affichette en 86 avec un loup qui disait « Au secours, la droite revient ». Certains s'en souviennent. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont inventer comme animal, un dragon, je ne sais quoi, mais au secours, l'extrême droite revient. Et j'ai déjà entendu chez certains, c'est de la faute de la CGT. Oui, oui. Des ministres, des premiers secrétaires du Parti social, il n'y en a qu'un, ça vous avez son nom. Je trouve que c'est dangereux de ne pas assumer ses responsabilités politiques et de faire porter à un mouvement social qui non seulement conteste un recul de société, mais qui propose des alternatives, le poids de l'arrivée du Front National. Et donc que chacun assume ses responsabilités. Et si un parti politique ou des partis politiques s'appuient sur ce que propose la CGT, les 32 heures, ça a été évoqué aussi, la sécurité sociale professionnelle, c'est-à-dire que à partir du moment où on rentre dans la vie, il n'y a plus de retour en arrière, quelle que soit sa situation. Quand on galère pendant des années et des années, à chaque fois qu'on retrouve du boulot, on repart comme aux premières années de sa vie en termes de salaire, de reconnaissance, de qualification. Un vrai projet de société, c'est de travailler pour que quand on a mis les pieds dans une boîte, eh bien, même si on a envie de changer de boîte, on garde sa qualification, son salaire, ses droits, etc. C'est autre chose que la version soft du CPA que nous a proposé. Alors, on dit El Khomri, mais j'ai cru comprendre que c'était pas tout à fait elle qui avait écrit le truc. Mais, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est son conseiller social.
Donc voilà, il faut que les partis politiques s'appuient sur le mouvement social. Et j'étais au Portugal la semaine dernière. Je précise pour les journalistes, pas en vacances, parce que j'ai lu ça dans un quotidien, enfin en tout cas, Martinez a profité de ses vacances pour rencontrer le Premier ministre portugais. J'ai été rencontrer la CGT portugaise. Et le mouvement social au Portugal, qui a été très fort, hein, ça a été peu médiatisé l'année dernière, a fait tomber un gouvernement de droite et socialiste et a permis que des forces politiques, sans programme commun, sans union de je sais pas quoi, mettent en place un gouvernement socialiste qui vient de décider la remise en place des 35 heures au Portugal, qui vient de décider d'augmenter le SMIC, qui vient de décider de redonner aux fonctionnaires les 10% de salaire que le précédent gouvernement leur avait piqué et qui commence à renationaliser, au compte-gouttes, quelques entreprises. Comme quoi, on peut s'appuyer sur le mouvement social pour faire des réformes qui changent la politique. Non, alors, je voudrais vous poser une question, je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais on a démarré par des références au Front populaire au début, ça c'est moi, hein, je ne sais pas vous. Et quand même cette idée de rassemblement populaire pour arriver, à changer les choses, et deuxièmement, à travailler la société en profondeur, parce que c'est ça qui s'est passé en 1936, même si ça n'a duré que 2 ans, ça l'a remué en profondeur quand même, bon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un rassemblement. Il s'est appelé d'abord le Rassemblement populaire. Hein. C'est le fameux meeting à Montrouge. Bon, et là, il y a toute la gauche, hein, de fait. Le syndicat est réunifié. Il y a plus de 100 organisations et associations. Il y a les Amis de la Nature. Il y a l'Étoile nord-africaine de Messaliat, etc. C'est-à-dire, tout d'un coup, ça remue toute la société, voilà. Est-ce qu'à votre avis, l'un et l'autre, qu'est-ce qui pourrait se faire qui permette à un moment donné de ne pas arriver à ce résultat après-demain et même l'an prochain, en 2017, bon, mais quand même, comment pourrait-on travailler pour arriver à ce changement de cap qui ferait que le poids des intellectuels et le poids du mouvement ouvrier soit suffisant à un moment donné pour, comme on dit, renverser la table? Régis Debray, est-ce que tu peux répondre à cette mauvaise question? Non, mais je vais en poser une bonne. Mais je réponds d'abord. C'est toujours face à un adversaire qu'on se rassemble. C'est toujours face à une menace, à un péril. Dans les années 30, c'était le péril nazi, bien sûr, et la montée des ligues fascistes ou des ligues nationalistes. C'est contre cela. Le moi se pose en s'opposant au non-moi, comme on dit en philosophie, le nous suppose un eux. Bon. Mais c'est vrai que les socialistes et les communistes étaient à couteau tiré en 32, 33, 34. Puis à un moment donné, ils se rassemblent. Autrement dit, c'est vrai qu'un adversaire, ça se construit, mais ça se déconstruit aussi. Même en termes géopolitiques, on se construit un ennemi, mais on peut le déconstruire. L'exemple, c'est la France et l'Allemagne. Donc, je crois qu'il y a toujours un réflexe, je dirais, de reconquête du territoire. Quand on perd du territoire, il y a toujours un réflexe de sursaut devant quelqu'un qui vous menace dans vos intérêts vitaux. Ce sera peut-être le cas dans pas longtemps. Ça l'est déjà un peu, d'ailleurs. Mais la bonne question, si j'ose dire, pour rebondir sur la tienne, puisque tu parles de rassemblement, et que je vais parler de guerre, moi, je constate qu'il n'y a plus de guerre froide, tout de même. Enfin, la guerre froide, c'est fini. Les États-Unis et l'Union soviétique, c'est du passé. Il y a eu une scission syndicale, si je me souviens bien, après-guerre, qui a produit Force ouvrière. Les États-Unis étaient très actifs dans cette affaire. Il paraît. Oh, mais on le sait maintenant très clairement. Mais la question que je te pose, puisque tu rencontres demain ton camarade de FO, ici même, si la guerre froide est finie, pourquoi cette division entre FO et la CGT? Est-ce qu'on peut rêver? Est-ce qu'on peut penser que...
est-ce qu'on peut penser à non pas une confusion, mais à une refusion, un retour à l'unité, un rassemblement, pour parler comme Sylvestre. CGT et FO, voilà, ce serait... J'essaye de donner corps à ta question un peu abstraite. Même si je vois que tu regardes ta montre, c'est une question qu'on peut poser à 9h10. Alors, vous avez encore 3 quarts d'heure pour ça. Non, je blague. Philippe, à cette question. Qu'on ne te posera pas demain, parce que demain, ça risque d'être justement, Régis, est-ce que tu peux venir au débat et poser la question à Mailly? Alors c'est une période que je n'ai pas connue, mais je lis. Quand des oppositions se créent sur une base idéologique, et celle-là s'est créée vraiment sur une base idéologique et anticommuniste, c'est difficile d'évacuer toutes ces pages d'histoire, parce que c'est entretenu. Peut-être pas forcément, d'ailleurs, si on interrogeait des syndicats FO sur la scission et la création de Force ouvrière, qui s'appelle toujours CGT Force ouvrière, parce que vous le direz pas à Mailly, mais ils aiment bien mettre CGT devant, parce que des fois ça rapporte des voix, parce qu'on lit pas jusqu'au bout, et je lui ai déjà dit. Et il faut que le mouvement syndical soit suffisamment intelligent. C'est un peu ce que je disais sur le rassemblement autour du racisme, pour penser d'abord à ceux qu'on est censé défendre. Et c'est valable avec d'autres, parce que depuis la scission, d'autres syndicats se sont créés. Hein. J'ai coutume de dire que plus il y a... D'ailleurs, c'est Bernard Thibault qui m'a... C'est une phrase de Bernard Thibault. Plus il y a de syndicats en France, moins il y a de syndiqués. Et en ce moment, il y a vachement de syndicats en France, hein, je vous le dis. Et donc, et avec la loi travail, il va y avoir encore plus de syndicats en France, puisqu'il pourrait y avoir des syndicats dans les entreprises. Vous savez, les syndicats indépendants, en général, quand ils sont du côté du patron, ils sont indépendants, puisque c'est le patron qui les crée. Donc moi, je pense qu'il faut une vraie... il faudrait qu'on puisse se poser, réfléchir. Il y a besoin je parlais que d'une seule centrale syndicale, c'est pas pour demain. Mais enfin, qu'on réfléchisse sur cet éclatement syndical. C'est plus que de l'éclatement, c'est des micro-syndicats partout. C'est une vraie question, parce que quand on discute avec les salariés, on se fait engueuler. Ils ont l'habitude de voir des syndicats qui parlent entre eux et qui s'arrachent la figure, mais là-dedans, et on risque de devenir, si on n'y prend pas garde, mais heureusement on est ancré dans les entreprises, et c'est ce qui fait notre force, à l'image de certains politiques qui confondent la lutte de classe, enfin ceux qui la connaissent, et la lutte de place. Donc il y a besoin, et j'en ai déjà parlé, alors, à mon Mailly... vous lui répétez pas non plus, mais c'est comme une autre génération. Il a fait un moment, il va prendre sa retraite. Mais je pense qu'il y ait... Non, c'est pas un secret. Hein. Il y a besoin que le syndicalisme y réfléchisse. On est loin d'un syndicat unique, ou en tout cas de moins de pluralisme syndical. Et parfois, on fait le pluralisme, c'est important. On a parlé du pluralisme de la presse. Mais j'allais dire, trop de pluralisme jette de la confusion. Vous voyez, dans des entreprises comme Air France, pas dire de bêtises, mais il y a au moins 15 syndicats. Vous voyez, les intersyndicales, c'est compliqué. Hein. Donc, il y a besoin que collectivement, c'est valable aussi souvent pour nous, on pense d'abord à l'intérêt des salariés et moins à notre boutique. On a du boulot, parce qu'évidemment, en face, il y en a qui cultivent. Hein. On l'a bien vu, pendant le printemps. On a réussi, tout le monde dit que c'est un événement. C'est quand même malheureux que quand deux syndicalistes, deux secrétaires généraux défilent ensemble pendant quelques mois, parlent ensemble, ça soit un événement. Ça devrait être naturel, qu'on discute et qu'on essaye de trouver des solutions. Donc ça va demander un peu de temps, en tout cas, pour qu'il y ait moins de... Enfin, il y ait tout autant de drapeaux
dans la rue, encore plus, mais qui soient tous de la même couleur. Bon. Écoute, je pourrais pas être là demain, mais je vais demander à Sylvestre de poser la question. Enfin, de la part de beaucoup de monde. Parce que ça nous redonnerait espoir. Voilà. Enfin, je suis content de ta façon. Tu as ouvert une petite fenêtre. Tu as ouvert une petite fenêtre. Il faut peut-être l'ouvrir à 4 mains. Mais que les deux, déjà, l'aient ouverte, c'est pas mal. Ou à 6 mains, parce qu'il ne faut pas forcément désespérer définitivement de la CFDT. Ça, c'est un autre problème. On va essayer d'ouvrir les Ça, c'est un autre terrain. C'est un autre problème. On va essayer d'ouvrir les portes-fenêtres. Là aussi, il faut nos relations avec la Confédération CFDT ne sont pas au beau fixe, c'est un secret pour personne. On a quand même réussi à débattre avec Berger sur une antenne où sur la loi travail, où le journaliste avait son scoop en main et il s'est dit ils vont se foutre sur la gueule. Et on a essayé de donner une image du syndicalisme tel que veulent l'avoir les salariés, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas d'accord mais qui débattent sans se traiter de nom d'oiseau. C'est aussi ça. Et il y a des tas, il n'y en a pas encore assez, mais il y a eu quand même... j'ai vu des drapeaux CFDT dans les manifestations. Si, je le dis gentiment, il y a des organisations de la CFDT qui se sont prononcées sur la loi travail. Si on siffle la CFDT, eux se sentent aussi visés. Quand on dit, je me fâche des fois, quand on dit tous pourris, si on insulte ceux qui viennent défiler avec nous, je pense qu'on doit trouver d'autres mots, d'autres moyens de discuter et d'avancer. Vous voyez ? Et c'est pas pour ça qu'on met ses idées dans sa poche. Bon, alors je vois une CGT inclusive et non plus exclusive. Je vois à travers toi, Philippe, une CGT qui pourrait combiner les deux gestes, le poing tendu et les bras ouverts. Merci à vous.